Chapitre 3. La méthode et la lampe qui calme. Point A. La méthode soufflez vos mots. Au début du chapitre 2, la métaphore de l'école nous a fait comprendre que pour aller bien, il fallait nous prendre en charge. Nous avons vu ensuite l'importance et l'efficacité de l'action conjuguée du corps et de l'esprit, de la respiration pour nous mettre au calme et de la force du langage pour nous adresser des messages. Nous allons maintenant avancer dans la façon de s'y prendre en abordant la méthode soufflez vos mots. La méthode soufflez vos mots se fonde sur le principe élémentaire suivant. Il faut que le corps et l'esprit soient au même rythme pour en créer réellement et durablement un changement ou une guérison. La méthode fait le lien entre la cohérence cardiaque et l'auto-hypnose. La cohérence cardiaque est une technique corporelle, l'auto-hypnose est une technique mentale. La méthode met en jeu leurs deux actions simultanées. Le corps et l'esprit sont mis au diapason en respirant de façon rythmée. Cela met en œuvre la cohérence cardiaque. Dans cet état de cohérence physiologique, la personne se formule des suggestions de changement ou de guérison. C'est le principe de l'auto-hypnose. La méthode s'appuie sur la force de notre esprit conscient et simultanément sur celle de notre esprit inconscient. La force de notre esprit conscient. Vouloir consciemment, c'est être déterminé sur un objectif, préciser nos ressentis, dire dans quel état on a envie d'être dans un futur proche. C'est être capable de se projeter dans un avenir réussi. La force de notre esprit inconscient. Aller à la rencontre de notre esprit inconscient est le côté magique, entre guillemets, de la méthode. Pendant que nous respirons en rythme et que nous nous formulons les phrases de changement, des portes s'ouvrent. L'alliance corps-esprit intentionnelle entraîne l'alliance corps-esprit automatique. Des surprises peuvent surgir. Nous avons accès, en nous laissant guider par notre inconscient, à un gisement de ressources nouvelles, souvent inconnues de nous. La méthode soufflez vos mots va vous montrer comment personnaliser la prise en main de votre bien-être. Soufflez vos mots est une école de soi. Et comme dans toutes les écoles, on acquiert des compétences nouvelles en faisant des exercices. Contrairement aux méthodes qui ne peuvent être pratiquées qu'avec des thérapeutes, la méthode va vous apprendre à pratiquer seul et comment répondre à vos propres besoins. Le bon exercice pour commencer est celui qui vous apaise. C'est la base nécessaire à tout progrès sur soi. On ne travaille pas sur un moteur chaud, on attend qu'il ait refroidi. Respirez. Pour démarrer la prise en main de vos mots, vous trouverez ci-dessous deux exercices de respiration. Le premier s'appelle 5-5, c'est la version standard pour vous apaiser. Le second, 4-6, est la version intensive. Elle est adaptée à un besoin de faire particulièrement le calme en vous. Lisez et faites votre choix. Explication. Tout le monde sait respirer. On inspire l'air et on le souffle. Chacun d'entre nous a une façon de respirer qui lui est propre et naturelle. Dans les exercices 5-5 et 4-6, il vous est demandé de modifier votre façon naturelle de respirer pour donner un rythme précis à l'inspiration et à l'expiration.
Premier exercice de respiration 5-5. Choisissez cet exercice quand votre besoin d'apaisement est normal. Mettez-vous en position. Vous vous installez en position confortable, debout ou assis ou même couché. Vous respirez souplement, sans forcer. Vous inspirez une petite quantité d'air, puis vous l'expirez, comme si vous vouliez faire vaciller sans l'éteindre la flamme d'une bougie. Conseil. L'idéal est d'être en position droite, debout ou assis. Il y a 2 raisons pour privilégier la position droite. Vos poumons ont toute la place pour se gonfler et vous risquez moins de vous endormir. À partir de ces bons conseils, faites comme vous préférez et adoptez la position qui vous va bien. Si l'on veut pratiquer avec facilité, il faut que ce soit aisé pour chacun et intégrable dans nos façons de vivre. Si vous décidez de respirer couché et que vous vous endormez, c'est que vous en aviez besoin. Maintenant que vous êtes à l'aise, vous allez donner à votre respiration un rythme particulier. Respirez. Nous appelons respiration la séquence inspiration plus expiration. Pour donner le même temps aux 2 moments de la respiration, vous inspirez pendant 5 secondes, puis expirez pendant 5 secondes. Vous inspirez calmement. 1, 2, 3, 4, 5. Vous soufflez calmement. 6, 7, 8, 9, 10. Vous faites cela pendant 3 minutes minimum. Cela veut dire que vous faites au moins 3 séries de 6 respirations, soit 18 respirations en tout. Conseil. Pour rythmer les secondes, vous pouvez compter dans votre tête pendant que vous inspirez et que vous soufflez. Vous pouvez aussi regarder la trotteuse d'une montre. Vous trouverez vite l'astuce qui vous convient le mieux pour que chaque inspiration et chaque expiration dure 5 secondes. Si vous avez fait l'acquisition de la lampe qui calme, il vous suffit de suivre la montée et la descente de la lumière. Elle guide votre rythme respiratoire. Explication. Pendant ces 3 minutes, qui peuvent être poussées à 5, votre cœur se ralentit et se stabilise. La stabilisation des battements du cœur à un rythme lent entraîne un état de quiétude corporelle et mentale qui est le support de la méthode Soufflez vos mots. C'est le principe de la cohérence cardiaque que nous avons expliqué au chapitre 1. Deuxième exercice de respiration, 4-6. Recommandation. Utilisez cet exercice quand vous avez particulièrement besoin de faire le calme, avant une réunion importante, après un moment stressant ou une journée éprouvante, avant de vous endormir. Explication du mode 4-6. Comme dans l'exercice précédent, vous allez modifier votre mode habituel de respiration, mais cette fois, vous allez insister sur l'expiration. L'inspiration est le temps de la mise en route, l'expiration, celui du retour au calme. Pour favoriser la détente et la relaxation, lorsque vous êtes agité ou tourmenté, vous prolongez la phase apaisante de l'expiration en lui donnant plus de temps que l'inspiration. Mettez-vous en position. Comme dans l'exercice précédent, vous vous installez en position confortable, debout, assis ou même couché. Vous respirez souplement, sans forcer. Vous inspirez, puis vous soufflez en pensant à la flamme d'une petite bougie
qui doit danser sans s'éteindre. Respirez. Vous inspirez pendant 4 secondes, puis expirez 6 secondes sur une durée de 3 minutes minimum. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Soufflez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous faites, comme dans l'exercice précédent, un minimum de 18 respirations successives. Conseil: si vous n'utilisez pas la lampe qui calme, vous pouvez par exemple, au lieu de compter 1, 2, 3, compter 101, 102, 103, 104. Le temps de dire 101 ou 102 dure 1 seconde. Quand vous serez à l'aise avec la durée, 1 seconde, il vous sera facile d'égrener le temps en comptant ou en chantant de votre tête pendant que vous inspirez et que vous soufflez. Vous savez maintenant respirer avec le rythme de la cohérence cardiaque pour souffler vos mots. Nous allons rendre les transformations encore plus efficaces en mettant des mots sur les mots. Passons aux mots. Retrouvez la puissance des enfants. Soufflez vos mots se propose de mobiliser les grands pouvoirs que nous avons gardés de l'enfance. Chez l'enfant, tout est souple et transformable. Tous les potentiels sont inscrits en lui. Il progresse en jouant, en imaginant et en expérimentant. Nous allons remonter le temps de l'enfance où tout est possible, où la puissance de vie est maximale. Nous allons réveiller notre pouvoir de transformation et de guérison pour aller mieux. En devenant adulte, nous avons un peu oublié notre puissance interne. C'est ce pouvoir d'auto-guérison que la méthode Soufflez vos mots nous invite à retrouver. Pour réveiller notre puissance originelle, nous allons utiliser une fabuleuse compétence naturelle chez les enfants, la capacité de transformer le rêve en réalité. Nous allons réveiller le pouvoir magique qui est en nous. Nous allons nous appuyer sur 2 personnages, comme dans le conte du début du livre. Nous allons imaginer et jouer avec un mage et un héros. Dans l'histoire que nous allons construire, le héros doit relever un défi et le mage a le pouvoir de l'amener à la victoire. Dans notre esprit d'adulte, le héros représente l'instance qui va dialoguer avec notre partie consciente. Le mage figure l'instance qui va dialoguer avec notre partie inconsciente. Dissocier son esprit. La méthode Soufflez vos mots est basée sur le principe bien connu des enfants, la dissociabilité de notre esprit. La dissociabilité est la capacité que nous avons à séparer les différents éléments qui composent notre esprit. Les enfants n'ont aucune difficulté à imaginer qu'ils sont en même temps plusieurs personnages. Ils vivent-les comme si réellement. Cette capacité a 2 vertus. Premièrement, comprendre mieux ce que nous vivons. Dissocier les différentes parties de notre esprit nous permet de voir clair, de comprendre ce qui nous fait agir, de repérer les parties de notre esprit omniprésentes et celles qui sont rarement là. C'est seulement à partir de cette forme de mise à plat que l'on peut arriver à plus d'équilibre. Une idée bien répandue veut que notre esprit soit un tout homogène, indissociable. Les personnes qui ont un esprit fragmenté sont en général taxées de malades mentales. Cela est vrai dans les cas pathologiques où des personnes ont l'impression qu'elles sont dominées par des instances étrangères, comme si une ou plusieurs parties d'elles-mêmes étaient autonomes. Ce n'est pas le cas pour les enfants et beaucoup d'entre nous.
Point 2. Se soigner en donnant vie à nos différentes composantes psychiques sous la forme de personnages, on se guérit tout seul. C'est le pouvoir curatif des contes de fées. Cette transformation se fait presque à notre insu. Dans notre méthode, il s'agit d'opérer consciemment une séparation momentanée des contenus de notre esprit pour mieux les réassocier ensuite. Dissocions-nous pour mieux nous réassocier. Soufflez vos mots vous propose de vous dédoubler consciemment. Le héros va représenter la conscience et le mage l'inconscient. Si vous travaillez avec un thérapeute, vous serez le héros et lui le mage. Si vous travaillez seul, vous allez jouer les deux rôles en même temps. Le héros qui a besoin de soutien et le mage qui a le pouvoir de l'aider. Autrement dit, A. L'instance en difficulté et 2. L'instance salvatrice. La mission du héros est claire. Il doit arriver au bout de sa quête. Il sait qu'il aura à affronter des moments difficiles, peut-être même un dragon. Dans la vie, nous savons généralement où nous devons aller, sortir des comportements gênants ou guérir. Nous sommes conscients de notre état, mais nous ne savons pas comment faire. La mission du mage, à ce stade, mérite d'être clarifiée. Dans notre jeu symbolique, le mage a le pouvoir de nous sortir de l'embarras. Il va nous aider par quelques artifices magiques. Grâce à lui, le héros devient plus puissant et peut affronter seul le dragon. Le mage va favoriser la victoire en aidant le héros à réunir ses forces. Cette idée de l'association de nos pouvoirs nous permet de comprendre pourquoi certaines de nos thérapies ont réussi et d'autres ont échoué. Chaque fois que nous avons voulu traiter un problème en nous adressant seulement à la partie concernée, corps ou bien esprit, et chaque fois que nous avons minimisé le poids de notre inconscient, cela a mal ou pas fonctionné. Par contre, quand nous avons mobilisé à la fois nos ressources physiologiques, psychologiques, conscientes et inconscientes, nous avons triomphé des maux de notre corps ou de notre esprit. La clé est là, à notre portée. Le mage est l'inconscient. Si nous faisons porter par le mage le rôle de notre inconscient, pourquoi sa participation est-elle si importante? Premièrement, l'inconscient est une île mystérieuse. L'inconscient est une sorte de boîte noire cachée dans notre esprit. Elle recèle des trésors de solutions, la plupart du temps inconnus de nous. Ce serait dommage de ne pas profiter de toutes ces richesses pour aller mieux. Nous allons donc mobiliser notre inconscient pour qu'il nous aide. Point 2. L'inconscient est rebelle. L'inconscient ne se plie pas à notre volonté. Il suit sa propre logique. Il agit souvent à notre insu. Si nous l'ignorons ou que nous agissons sans lui, il peut nous déborder, entre guillemets. Pour résoudre nos difficultés et obtenir le changement désiré, nous devons parler à notre inconscient. Le tandem conscient-inconscient est la recette gagnante pour aller mieux. La connivence entre le héros et le mage est fondamentale, comme l'harmonie esprit conscient, esprit inconscient est indispensable à notre équilibre. Pour obtenir un changement durable, il ne suffit pas de le vouloir de manière consciente. Avoir la volonté de changer ne suffit pas. Il faut réussir à faire adhérer aussi notre inconscient. Conscient et inconscient doivent recevoir une consigne qu'ils comprennent tous les deux. Si nous formulons ce que l'on veut obtenir pour être entendu à la fois
par notre conscient et notre inconscient, nous allons former une équipe soudée qui va réussir. Nous allons suivre marche par marche l'aventure de ces deux personnages, voir comment le héros triomphe de sa maladie ou de son embarras grâce à son instance guérisseuse et inconsciente, le mage. Nous allons les voir triompher ensemble. Montez les 4 marches de la méthode. Nous prenons le récit au moment où le héros doit affronter le dragon en haut d'une montagne. Le dragon représente une violente force de la nature, comme une douleur ou une maladie. Il est indispensable qu'il soit terrassé pour que le héros retrouve sa tranquillité ou sa liberté. Le héros et le mage sont au pied de la montagne. Ils vont démarrer leur ascension à la rencontre du dragon. Nous avons souvent l'impression d'avoir une montagne à gravir. Pour remporter la victoire sur notre mal-être, nous libérer des forces vives en nous. Nos deux partenaires observent le paysage avec attention. Ils se regardent d'un air grave. Nous faisons pareil, nous sommes face à nous-mêmes. Première marche, le héros expose sa difficulté. Recommandation. Faites la liste de ce qui vous préoccupe ou vous fait souffrir en prenant la carte des mots élaborée au chapitre 2. Il est important de décrire votre malaise le plus finement possible. Plus on arrive à préciser ce que l'on ressent, plus on peut obtenir le changement désiré. Donnez-vous le temps d'élaborer la liste de ce qui vous fait souffrir, de ce qui vous tracasse. Nous savons tous que la bravoure des héros réside dans leur lucidité à affronter les difficultés. De plus, exprimer concrètement ce qui nous fait souffrir est une façon de se respecter, de ne pas nier sa souffrance, d'accepter ce qui se présente. Nous avons là les ingrédients du vrai courage, l'inverse du « même pas mal » qui correspond à un comportement de fuite ou de déni. Avoir le courage de dire « j'ai 10 kilos en trop » ou « je suis boulimique » est plus précis et plus lucide que de dire « je ne me sens pas bien dans ma peau ». Cette façon de poser le problème concrètement fait sortir de la plainte et engage dans la solution. Deuxième marche, le héros pose clairement son objectif. Recommandation. Après avoir clairement fait la liste de vos mots, il est essentiel de formuler un objectif précis à atteindre, un seul. Et quel délai vous vous fixez pour y arriver? Formulez concrètement votre objectif. Décrivez l'état dans lequel vous voulez vous trouver à la fin de l'opération de transformation. Dire que vous voulez aller mieux est une formule trop générale. Vous devez être plus précis. Dans notre exemple, avoir posé « j'ai 10 kilos de trop » est un bon départ. Cela nécessite ensuite de préciser quel est l'objectif visé. Lâcher combien de kilos en combien de temps? Exprimer l'état dans lequel on souhaite se trouver projette notre pensée dans la réussite. Formulez cet objectif de manière positive. Notre réflexe est souvent d'exprimer un souhait par l'arrêt de ce qui nous gêne. Ne plus fumer, perdre des kilos, ne plus avoir peur, ne plus stresser. Si on formule les choses ainsi, on reste dans une forme de pensée limitante. Pour modifier réellement notre avenir, nous avons besoin de décrire un objectif positif. Se libérer de la cigarette, s'alléger de quelques kilos, se sentir en sécurité, être plus serein. Dans notre exemple, l'objectif de perdre 10 kilos
peut se formuler m'alléger de 10 kilos, lâcher 10 kilos de poids inutile, lâcher 10 kilos de lest et voler plus haut. Plus on programme du positif dans notre esprit, plus le résultat a des chances de s'y imprimer. Se fixer de gagner de la légèreté est un programme plus engageant que celui de perdre des kilos. Le premier nous définit comme gagnant, l'autre comme perdant. Qui aurait envie de perdre plutôt que de gagner? Formulez votre intention de façon concrète et positive correspond aux 2 premières marches de votre ascension vers la victoire. Quand votre héros visualise son futur succès, cela l'aide à y aller. Il se voit déjà avec le changement réalisé. C'est presque gagné. 3e marche. Le héros et le mage construisent des formules magiques. Recommandation. Souvenons-nous, le héros représente la partie consciente de notre esprit et le mage la partie inconsciente. Ils doivent travailler en symbiose. Nous allons donc construire un message qui soit compris par les 2 instances afin qu'ils se mobilisent ensemble. Comment être entendu par les 2 alors qu'ils sont de nature différente? La consigne pour parler à notre partie consciente. Le conscient est logique et analytique. Il est rigoureux. Il sait décortiquer un ensemble en parties distinctes. C'est le monde des concepts et des idées. Le conscient comprend la complexité, les phrases longues, les formes grammaticales affirmatives et négatives. Le conscient a la notion du temps qui passe. Pour souffler vos mots, vous allez construire, pour votre esprit conscient, une formule claire qui va fonctionner comme une consigne, une obligation, un ordre. Le héros exécutera facilement une consigne au contenu indiscutable. Une seule règle à respecter: impérativement utiliser le présent ou le passé. Pour que le contenu adressé à notre partie consciente soit indiscutable, il faut l'exprimer au présent ou au passé. Parler aujourd'hui comme si on était demain, c'est y être déjà. Pour être dans le registre des certitudes, on s'interdit le futur, car le futur est aléatoire. Si je dis « j'arrêterai la cigarette », je laisse entendre que cela peut ne pas se réaliser. Si je dis « j'arrête la cigarette » ou « j'ai arrêté la cigarette », j'ai la certitude du résultat puisque je suis en train de vivre cet arrêt ou je l'ai déjà vécu. Voilà comment bien parler à votre partie consciente pour souffler vos mots. Les consignes pour parler à notre partie inconsciente. L'inconscient est global. Il s'exprime par des formes qui lui sont propres. Il se nourrit d'émotions, d'images, de représentations. C'est le monde des symboles et des métaphores. L'inconscient vit hors du temps. Le passé, le présent et le futur n'existent pas pour lui. La notion d'âge lui est inconnue. C'est pour cela qu'il nous fait souvent agir comme si nous avions toujours 4 ou 5 ans. Pour se faire comprendre de l'inconscient, il faut s'adresser à lui de façon adaptée. C'est comme pour se faire comprendre d'un enfant. Il vaut mieux se mettre à sa hauteur et utiliser des mots qui sont dans son vocabulaire. Pour nous adresser à notre inconscient de manière appropriée, il y a des règles de construction de phrases à respecter. Pour parler à l'inconscient, règle 1, utilisez un verbe d'action. Quand on interpelle l'inconscient dans une phrase, celui-ci repère d'abord le verbe et il va exécuter ce qu'on lui demande. Il faut donc
impérativement que le verbe de la formule corresponde au résultat souhaité. Les verbes comme vouloir, désirer, espérer, penser, etc. sont inopérants. Dans la formule « j'espère », notre inconscient entend espérer. Il nous prend littéralement au mot et nous maintient à l'étape espoir. Nous n'avons aucune chance d'atteindre le but concret visé. Règle 2. Utiliser des formules affirmatives. Nous venons de voir que l'inconscient s'en tient au verbe. De plus, il ignore les négations comme ne pas, ne plus, qui précèdent ou suivent le verbe. Les formes négatives sont donc à proscrire. Par exemple, si je dis « je ne fume plus », l'inconscient entend « fumer ». Il ne prend pas en compte la négation. Il va me faire continuer de fumer. La phrase adaptée est par exemple « j'arrête la cigarette ». L'inconscient entend « arrêter » et peut coordonner son action avec celle du conscient qui a la volonté de cesser de fumer. Quand vous dites à un petit enfant qui grimpe sur une chaise « ne tombe pas », son inconscient lui souffle « tombe ». Dites-lui plutôt « accroche-toi ». Règle 3. Faire des phrases courtes. Nous avons tous tendance à intercaler des mots par avant pour se protéger ou amenuiser la portée de ce que l'on dit. Le politiquement correct et les circonvolutions diplomatiques sont à éviter. On dit « je suis calme » et non « je vais essayer peut-être un jour d'être un peu plus calme ». Petit résumé. Au fur et à mesure de leur progression, les personnages ont intégré ce qu'ils doivent faire et dans quel ordre. 1. Le héros exprime sa difficulté, il est précis sur le but à atteindre, son objectif est positif. 2. Le héros et le mage construisent des phrases courtes et directes avec un verbe d'action au présent ou au passé. Ils poursuivent leur chemin, ils sont presque arrivés au sommet, ils sont prêts à agir. Le temps est chargé d'intensité. C'est l'instant où se concentrent les connaissances et les forces accumulées au cours de la montée symbolique de la colline. Elle ouvre sur le déroulement d'un rituel. 4e marche. Le mage prononce la formule magique. Avant la rencontre entre le héros et le dragon, le mage va procéder à une sorte de cérémonie. Il va invoquer des puissances surnaturelles pour fortifier le héros. Dans un geste solennel que nous connaissons tous, il lève les bras au ciel, puis prononce une formule magique. Les puissances invoquées pénètrent le héros et renforcent ses pouvoirs. Il va affronter le dragon et le terrasser. Terrasser le dragon ne veut pas dire le tuer, mais lui faire toucher terre, l'obliger à se plier à nos attentes, l'entraîner dans un autre monde pour libérer ce qui doit être libéré. Que nous pratiquions une religion ou pas, nous participons tous, consciemment ou non, à des rituels. Ces rituels nous permettent de nous mettre en lien avec des forces bienveillantes et aidantes. C'est le principe de la prière qui appartient au monde religieux, mais aussi au monde profane. La prière prend sa source dans la foi en une instance puissante et aimante qui peut nous aider si on la sollicite. Dans la prière, nous mobilisons ce que l'on appelle notre fonction transcendante. C'est une façon d'élargir notre conscience au-delà de nous relier avec ce qui nous dépasse. Nous faisons un lien bénéfique entre l'infiniment petit que nous sommes et l'infiniment grand
qui nous entourent. Dans la méthode souffler vos mots, nous n'allons pas prier au sens religieux du terme, mais invoquer des forces en nous et en dehors de nous. Nous allons mettre en scène une forme de rituel pour mobiliser un rassemblement d'énergie, celle de notre organisme, de notre volonté consciente et celle de notre inconscient. Pour arriver à notre objectif de mieux-être, nous allons invoquer toutes nos puissances guérisseuses pour terrasser notre souffrance. Quelle puissance invoquer? Nous allons d'abord poser comme principe que la solution pour aller mieux est en nous. Nous allons donc nous adresser une sollicitation, une demande. Cela nécessite de croire en sa propre force. Il y a deux façons d'être fort. La première est souvent de reconnaître tout simplement notre état de faiblesse, dire « ma sœur me manque » ou « j'ai mal au dos » ou « je me sens inutile »,« je pleure tout le temps » permet d'accueillir une émotion ou une douleur pour la dépasser. Cela apaise et rend plus solide. La seconde façon de se sentir fort est d'identifier une ressource sur laquelle s'appuyer. Cette ressource, nous allons la trouver dans le corps ou dans l'esprit. Nos ressources. Premier point, une expérience réussie ou une bonne préparation. On part d'une réussite, d'une victoire. J'ai le bon diplôme, je l'ai déjà fait, j'ai bien révisé, etc. Point 2. Une qualité personnelle. On évoque un aspect fort, connu par nous-mêmes ou reconnu par les autres. Je suis courageuse, j'ai une bonne mémoire, je suis très malin, etc. Troisième point, une qualité physique. Dans ce cas, on choisit la partie de notre organisme qui va pouvoir nous aider. Cela revient à solliciter la puissance de notre dos ou de notre cœur. J'ai le cœur solide, je digère bien, j'ai le dos large, etc. Point suivant. Une puissance bienveillante extérieure. On va chercher qui on veut. Dieu, une divinité, un être important pour nous, réel ou non, vivant ou non. Ma sœur me protège, les anges m'assistent, etc. Toutes les entités bienveillantes sont mobilisables. La seule obligation est d'y croire. Croire que c'est possible est indispensable. La croyance est la petite sœur de la foi. Et tout le monde sait que la foi fait soulever des montagnes. Soufflez vos mots. Comme le héros et le mage, nous sommes arrivés au sommet de la colline. Nous sommes en haut des 4 marches. Nous allons procéder à notre propre rituel. Nous allons associer l'incantation à la respiration. Soufflez vos mots consiste à s'adresser des incantations sous forme de phrases pendant qu'on respire avec les rythmes de la cohérence cardiaque. Le rythme de la respiration met notre corps en état de tranquillité, de réceptivité et de changement. Les phrases envoient à notre esprit conscient et inconscient des messages d'action pour changer. Pour souffler les mots, nous allons remplacer le comptage des secondes appris dans les exercices de respiration par des mots découpés en syllabes. 1, 2, 3, 4, 5 devient j'arrête de fumer. Pour souffler vos mots, vous prononcez 2 phrases ou incantations. La première phrase accompagne l'aspiration,
la seconde phrase accompagne l'expiration. La phrase d'inspiration ou incantation tremplin correspond à notre état de départ. C'est une forme de tremplin pour décoller. Elle est suggérée pendant qu'on inspire. Elle nous permet de rallier une puissance intérieure ou extérieure. Elle s'appuie sur notre situation actuelle. Nous allons nous laisser aspirer par notre ressenti. Comme nous l'avons vu précédemment, il y a deux cas de figure. On prend appui sur notre mal-être et on l'exprime tout simplement. La première phrase exprime dans ce cas la réalité de notre état présent. On prend appui sur une des ressources évoquées précédemment, une expérience réussie ou une bonne préparation, la qualité personnelle, la qualité physique, une puissance bienveillante. La première phrase exprime dans ce cas une force sur laquelle on s'appuie. La phrase d'expiration ou incantation réussite correspond à notre état d'arrivée. C'est la phrase de la réussite. Elle est suggérée sur l'expiration. Elle correspond à notre objectif. Elle nous projette dans le succès. La phrase d'expiration est l'expression de notre victoire. Pour les plus logiques d'entre nous, sachez qu'exprimer un malaise à l'inspiration pour l'enchaîner avec une réussite à l'expiration est, contrairement aux apparences, tout à fait possible, voire judicieux. Exemple, je suis bien trop triste. J'accueille la joie. Nous avons été éduqués à penser en mode binaire exclusif. C'est blanc ou noir. Juxtaposer deux contraires est difficile pour notre logique, mais très utile pour notre esprit en général. En faisant cette juxtaposition, nous reconnaissons que nous sommes conscients de la difficulté de la situation et que nous sommes capables de gérer deux comportements opposés. Cela nous permet de sortir du monde exclusif du « ou » pour entrer dans le monde inclusif du « et ». Nous ouvrons et assouplissons notre esprit. Nous admettons que l'on peut être à la fois dans un moment difficile et dans un mouvement positif pour en sortir. Nous assumons notre mal-être et nous l'équilibrons avec la perspective d'en sortir. C'est apaisant et efficace. Exemple de situation. Description. Vous rentrez du travail épuisé. Vous devez prendre en charge votre deuxième journée à la maison. Si nous suivons la méthode et la métaphore du héros et du mage, cela peut se passer comme suit. Point A. Le héros expose sa difficulté. Il ou elle trouve la maison en désordre, le repas à préparer, les enfants à suivre, peut-être quelques dossiers professionnels à relire, etc. Il est furieux et en même temps sans énergie. Il hésite entre crier ou se jeter sur le canapé et ne rien faire. C'est comme s'il bouillait dedans et n'avait aucune force pour agir. Notre héros fait un constat lucide sur ses émotions et ses sensations, la colère et l'absence d'énergie. Point 2. Le héros pose clairement son objectif. Il s'agit de trouver des ressources pour assumer la soirée sans en rendre responsable le conjoint ou les enfants. Il a deux objectifs à atteindre, ceux de retrouver le calme intérieur et l'énergie nécessaire pour assumer des tâches. Le héros doit choisir un objectif précis. Il choisit le calme. Il se pose comme objectif opérationnel de retrouver un peu de distance et de la sérénité en lui ou elle-même.
Poids 3. Le héros et le mage construisent la formule magique. Compte tenu de son énervement et de l'objectif de retrouver de la sérénité, il décide de partir du constat d'inconfort et de choisir le mode de respiration 4-6, car c'est celui qui apporte le plus de calme. La proposition est la suivante. La phrase « tremplin » à 4 syllabes et exprime l'état actuel inconfortable, par exemple « je suis tendu, je suis crevé ». La phrase réussite à 6 syllabes et exprime l'objectif. Elle peut être « j'aborde le soir tranquille » ou « je suis calme et serein ». Point 4. Vous soufflez vos mots. Puisque vous êtes le héros, vous vous installez pendant 5 minutes dans un endroit tranquille et vous respirez en disant en silence dans votre tête « je suis tendu » pendant les 4 secondes d'inspiration, suivies de « j'aborde le soir tranquille » pendant les 6 secondes d'expiration. Vous répétez mentalement ces 2 phrases pendant les 5 minutes que vous vous êtes accordées et vous assumez en souriant votre 2e journée à la maison. Point 2. La lampe qui calme. Comme son nom l'indique, c'est une lampe. Elle ressemble un peu à une petite montgolfière. Son enveloppe s'illumine de l'intérieur. La phase de montée lumineuse accompagne l'inspiration. La phase de décroissance lumineuse accompagne l'expiration. Elle a 2 modes, 5-5 et 4-6. Pour le mode 5-5, pendant 5 secondes, l'intensité lumineuse croît. Cela guide le temps de l'aspiration. Un petit clic donne le signal de l'expiration. On souffle pendant 5 secondes jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. On reprend l'aspiration quand la lumière se remet à croître. Le même processus accompagne le mode 4-6. La lampe qui calme s'arrête automatiquement au bout de 5 minutes. La lampe qui calme est l'outil idéal pour souffler vos mots. Elle peut servir tout simplement à se calmer sans formuler d'intention particulière. Aider les enfants à se poser et être attentifs. Trouver plus facilement le sommeil. Aider un groupe de travail à se concentrer. Favoriser la méditation. Éviter de se jeter sur la nourriture quand on a faim. Laisser dans le paquet la énième cigarette. De toute façon, avec ou sans la lampe qui calme, vous êtes devenu un vrai héros. Pour faciliter votre quête, le mage vous donne un petit grimoire qui recense les malaises les plus fréquemment rencontrés et des exemples de formules pour souffler.